Jacques Osler, bonsoir. Bonsoir Jean-Louis. Alors nous continuons bien sûr à parler d'Europe dans le cadre de votre chronique. Nous abordons les institutions et ce soir nous allons parler du Parlement européen et je compte sur vous pour à la fois nous expliquer son rôle mais aussi son mode de fonctionnement. Le Parlement européen, c'est lui que nous allons élire le 25 mai. Il fait partie du triangle institutionnel. Rappelez-vous, la Commission européenne, le Conseil des ministres et le Parlement européen. C'est une des institutions originelles. On le trouvait sous une forme un peu différente, sous celle d'assemblée parlementaire consultative, déjà dans le traité de la CECA, puis un peu plus tard dans le traité de Rome qui a institué la communauté économique européenne. À l'époque, ces membres étaient nommés par les parlements nationaux. Donc ils avaient une double casquette, député national et député européen. Cette institution a développé ses pouvoirs au fil de l'histoire et la grande date, c'est 1979. C'est la date de la première élection au suffrage universel direct des députés européens qui n'étaient plus que députés européens. Alors Jacques, voyons tout de suite son rôle. Ces rôles sont divers. Tout d'abord, le rôle principal, c'est d'exercer le pouvoir législatif. Effectivement, le Parlement est codécideur dans ce qui est devenu la procédure législative ordinaire avec le Conseil des ministres. Le Parlement représente le peuple, l'organe démocratique, face au Conseil qui, lui, représente les États. Alors, lorsqu'on adopte une loi, à Bruxelles on appelle ça une directive, eh bien il y a plusieurs étapes. La première, c'est la proposition de la Commission européenne, qui a un monopole. Ensuite, le Parlement et le Conseil des ministres doivent adopter la loi dans les mêmes textes au fil de 2 lectures consécutives en cas de nécessité. Et s'il n'y a pas d'accord, il y a une commission de conciliation. Le Parlement intervient aussi pour donner son avis conforme ou approuver de grandes décisions, comme par exemple les demandes d'adhésion d'un nouveau pays, comme par exemple la procédure uniforme d'élection des députés dans les 28 États européens, ou bien, et c'est une nouveauté depuis le traité de Lisbonne, lorsque le Conseil européen constate qu'une violation grave et persistante par un État membre existe des valeurs de l'Union européenne. C'est l'article 7 qui permet de retirer son droit de vote à un État membre. Et certains députés ont demandé qu'on l'applique à la Hongrie de Viktor Orban. Mais la Hongrie a fait marche arrière. Alors, deuxième grand pouvoir, c'est le pouvoir budgétaire. Depuis Lisbonne, le Parlement a le dernier mot sur le budget, sous réserve que le budget respecte le cadre financier pluriannuel. Alors, le Parlement a une chance, il ne vote que les dépenses. Il ne dispose pas du pouvoir fiscal, c'est-à-dire le pouvoir de créer de l'impôt. Et le budget européen est faiblard, c'est 1% du produit intérieur de l'Union européenne. Aux États-Unis, l'État fédéral a 28% de la production. Les ressources qui permettent de financer ce budget, pour 25% seulement, ce sont des ressources propres, qui proviennent essentiellement des droits de douane et d'une partie de la TVA. 75% provient de contributions nationales qui sont fonction du revenu national. Alors cette contribution a un inconvénient, c'est qu'elle est très visible et elle conduit à des revendications sur le juste retour, comme Madame Thatcher l'a illustré malheureusement pendant des années. Alors, après avoir parlé du budget annuel, je voudrais dire un mot de ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre financier pluriannuel. Il a été adopté pour 2014 jusqu'à 2020 par le Parlement au printemps 2013. Mais ça n'a pas été sans difficulté, puisque dans un premier temps, le Parlement, au mois de mars, le 14 mars, a rejeté le budget européen. Ensuite, il y a eu des négociations, puis une transaction, et le Parlement a obtenu plus de flexibilité en faveur des jeunes chômeurs, et il a obtenu une révision du cadre financier de 7 ans en 2016 pour permettre au nouveau Parlement qu'on va élire de dire son mot quand même sur les finances. Et il a obtenu aussi l'engagement de constituer un groupe pour réviser les ressources propres. Donc vous voyez que le Parlement a continué d'utiliser ses pouvoirs pour les accroître. C'est la tendance de tout Parlement. Troisième grand pouvoir, les pouvoirs de nomination. Et là, je fais référence au président de la Commission européenne, mais comme ça a déjà été évoqué, je n'approfondis pas.
Le quatrième, bien sûr, c'est le contrôle. Le contrôle, à la fois par la censure possible de la Commission. La Commission Santer, en 1999, a failli être censurée. Elle a démissionné pour éviter la censure. C'est aussi le contrôle de l'exécution du budget, éclairé par la Cour des comptes. Le Parlement donne des charges. Puis enfin, il peut constituer des commissions d'enquête, comme il l'a fait pour Édith Cresson au moment de la commission Santer. Alors Jacques, après les pouvoirs de ce Parlement européen, après son rôle, voyons comment il fonctionne. Il fonctionne un peu comme des parlements nationaux. Tout d'abord, il dispose d'un président du Conseil européen. Aujourd'hui, c'est Martin Schulz. Précédemment, c'était Jerzy Buzek qui était du PPE, Parti populaire européen. Et on voit à cette occasion que les deux grands partis, Parti populaire et puis Parti socialiste, sont partagés la présidence des 5 dernières années. Donc, président qui dirige les débats, organise le travail, assure la représentation du Parlement, alors à la fois à l'intérieur de l'Europe, c'est sa représentation en somme interinstitutionnelle, et il y a beaucoup de relations, ou bien les relations extérieures avec les autres parlements qui ne sont pas européens. Autour de lui, il y a la conférence des présidents. Alors il s'agit des présidents des groupes parlementaires, et c'est cette conférence qui détermine l'ordre du jour des séances plénières et qui organise le travail. Alors pour travailler d'une façon plus étroite, il existe 20 commissions permanentes. Ce sont des commissions thématiques. C'est elles qui reçoivent les projets de la Commission européenne et travaillent pour dégager un consensus. Alors pour ce faire, elles commencent, les commissions, par désigner un rapporteur. Plus précisément, on désigne le parti qui va rapporter. Et ce parti est désigné en fonction des effectifs qui sont présents au Parlement. Vous voyez que le vote va déterminer les grands rapports qui seront confiés aux grands partis. Ensuite, dans chaque commission, le coordinateur désigne le rapporteur. Alors, qui est le coordinateur ? Eh bien, il y en a un par groupe parlementaire et par commission. Et ce coordinateur veille à la cohérence des positions d'un parti européen dans toutes les commissions. Il veille aussi à la discipline des députés, discipline dans les commissions et discipline lors de la plénière. À côté du rapporteur, il y a aussi des shadow rapporteurs, c'est-à-dire des rapporteurs fictifs. En fait, ce sont les partis qui n'ont pas hérité du rapport, qui se font ainsi représenter par des rapporteurs fictifs qui assistent le rapporteur officiel dans tous les travaux et toutes les réunions de concertation. Ce qui permet une élaboration progressive de consensus entre tous les partis. Et c'est suivi de votes rapides et incompréhensibles en séance plénière quand on n'est pas initié. Un point sur les rapporteurs. Au cours des 5 dernières années, il y a eu 11 Français, mais 30 Allemands et 34 Britanniques. Une réaction me semble nécessaire. Alors, l'administration. Bien sûr, le Parlement est entouré de fonctionnaires, un secrétariat général important, puisqu'il comprend 6500 agents, dont 1000 sont affectés directement au groupe parlementaire. Le secrétariat général, c'est un lieu d'expertise et aussi un lieu de pluralisme linguistique, puisqu'on pratique 24 langues. Donc il y a une hypertrophie des interprètes, mais c'est absolument nécessaire. Les sièges sociaux, en quelque sorte. Eh bien, c'est le Conseil européen d'Édimbourg, en 92, qui a attribué la localisation des sièges aux différentes institutions européennes. C'est ainsi que Strasbourg a hérité de 12 sessions plénières mensuelles. D'autres se tiennent à Bruxelles et le secrétariat permanent est à Luxembourg. Alors, les députés sont pas très heureux de devoir faire leur valise fréquemment et essaient de négocier avec le gouvernement français qui veut rien entendre une concentration des travaux à Bruxelles. Un mot maintenant sur les relations entre le Parlement européen et les parlements nationaux. En synthèse, ça oscille entre rivalité et complémentarité. Je vais vous parler de la COSAC. Ça n'a rien à voir avec les Russes. La COSAC, c'est la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires. C'est une conférence qui est composée de 2 tiers de parlementaires nationaux et d'1 tiers de parlementaires européens. Elle se réunit chaque semestre sur les problématiques qui sont en cours pour permettre de partager les connaissances que l'on a sur les affaires européennes.
Et tout ceci est accompagné d'une participation et d'une information croissante des parlements nationaux. Ainsi, les projets de la Commission européenne sont transmis en direct aux parlements nationaux. En direct, c'est-à-dire qu'on court-circuite les gouvernements, de façon à laisser aux parlements nationaux le temps de s'imprégner des projets et de s'exprimer en connaissance de cause. Alors en conclusion, Jacques Oessler, que peut-on dire de ce Parlement européen dont nous parlons ce soir? Bien, on peut dire que le Parlement européen exerce un contrôle démocratique. On parle trop souvent de déficit démocratique sans savoir ce qui se passe. Donc il y a un contrôle démocratique, trop ignoré des citoyens. Et on pourrait même se demander si on ne pourrait pas remplacer les séances du mercredi à la télévision, vous savez, les guignols de l'info, enfin je fais référence aux questions au gouvernement, ça permettrait de créer un espace politique européen commun, ce qui nous manque beaucoup. Quand on regarde le Parlement, on y trouve passion et raison, on y trouve ferveur et ardeur d'un côté, mais aussi une capacité de coopération et de compromis de l'autre. Tout ça, me semble-t-il, fait du Parlement européen un potentiel moteur d'évolution en cas d'inertie persistante de l'intergouvernemental. Jacques, merci. On se retrouve dans 15 jours. Je me permets de rappeler que toutes les chroniques Parlons d'Europe peuvent être écoutées sur le site du Mouvement européen Lorraine à l'adresse suivante, mouvement-européen-